le centre universitaire expérimental de Vincennes, donc, ouvre ses portes en décembre 68. C'est-à-dire après donc, les événements de mai 68, qui verront donc les étudiants mettre à bas l'université à l'ancienne et la France connaître une de ses plus grandes grèves ouvrières donc, de son histoire. Alors, concernant la critique que les étudiants vont adresser à l'université traditionnelle, et notamment la Sorbonne, vous pouvez déjà vous référer aux extraits de tracts ainsi qu'aux slogans que j'ai reproduits aux pages 4 et 5. Disons que les extraits que nous avons choisis, enfin que j'ai choisis ici, critiquent notamment le rapport de domination pédagogique traditionnel qui veut que l'enseignant, en fait, ait le monopole du savoir, tandis que les étudiants doivent simplement gratter, comme on dit aujourd'hui, donc apprendre leur cours et ensuite le recracher à la virgule près, comme il est dit dans un de ses tracts, au moment de l'examen. Donc les étudiants ne veulent plus être traités comme des oies qu'on gave, donc, afin de fabriquer Dieu sait quel monstrueux foie gras. C'est-à-dire ils veulent plus d'échanges, ils veulent plus de dialogue entre enseignants et enseignés, parce que chacun peut apprendre de l'autre. D'où donc le fameux slogan 68 Arts, selon lequel tout enseignant est enseigné, et donc tout enseigné est enseignant. Et ça, si vous voulez, c'est un slogan intéressant parce qu'il traduit bien l'exigence nouvelle de réciprocité, d'égalité, qui commence donc à s'affirmer à cette époque-là, et qu'on retrouve finalement, qu'on peut rapporter aux transformations contemporaines du rapport entre les générations. Parce que, souvenez-vous, à l'époque, l'âge légal de la majorité était encore fixé à 21 ans. Donc, à Vincennes, nombre d'étudiants comme d'enseignants vont essayer d'inventer de nouvelles manières d'enseigner. Et donc, ils vont essayer de sortir du cours magistral comme du système plus ou moins infantilisant des examens. D'où, par exemple, la disparition des notes. En effet, à Vincennes, soit vous aviez votre UVEC, soit vous ne l'aviez pas, mais il n'y avait pas de notes. Mais d'où aussi à Vincennes la multiplication des dossiers. C'est-à-dire, à Vincennes, on va essayer d'éviter, si vous voulez, les examens finaux, le système, disons, traditionnel, le contrôle final, pour le remplacer par du contrôle continu. D'où aussi, chose intéressante, la généralisation du tutoiement entre enseignants, enseignés, mais aussi avec les membres du personnel administratif et technique. En effet, à Vincennes, la plupart des gens se tutoyaient, quels que soient les statuts, les fonctions, les positions occupées. Et donc, il va s'opérer une forme d'égalisation apparente qui sera notamment favorisée par le fait que, si vous voulez, beaucoup des premiers Vincennois, qu'ils soient enseignants, personnels ou étudiants, étaient relativement jeunes. Donc, il y avait une proximité d'âge qui va favoriser donc l'apparition donc de ce tutoiement. Donc, au début, Vincennes est plutôt une fac de jeunes, si vous voulez, dont beaucoup sont venus vraiment volontairement dans cette institution et dont beaucoup aussi étaient très, très engagés politiquement. Alors, en 68, donc, disais-je, les étudiants critiquent donc le rapport de domination pédagogique traditionnelle. Mais ils critiquent aussi les programmes. En effet, ils les trouvent désuets, dépassés, inadaptés. Et à ce moment-là, dans leur critique des programmes, ils vont être rejoints par une bonne part de l'avant-garde académique, intellectuelle de l'époque. En effet, ils veulent notamment un enseignement modernisé, tourné vers ce qui s'appelait autrefois l'étude du monde contemporain. Et ce, afin de transformer ce monde, voire même, pour les plus radicaux d'entre eux, de le révolutionner. C'est pour cela, par exemple, que Vincennes, dès l'origine, n'aura pas de département de latin-grec. Alors qu'historiquement, le latin et le grec constituent le cœur des anciennes humanités. D'où d'ailleurs l'appellation de quartier latin, en fait, pour désigner le quartier qui entoure la Sorbonne, puisque quartier latin, c'est le lieu où on parle latin, les étudiants, les enseignants, etc. Donc, non seulement les étudiants ne veulent plus de pédagogie magistrale, ils veulent que l'université s'ouvre sur le monde actuel,
mais ils veulent aussi, pour certains, prendre part au gouvernement de l'université. Or, il faut savoir que jusqu'en 68, le gouvernement des universités est du ressort exclusif des enseignants, de surcroît de rang magistral. C'est-à-dire que les étudiants, comme les personnels, n'avaient donc pas, comme on dit dans les monastères, voix au chapitre. Enfin, les plus politisés des étudiants critiquent les fonctions de classe et donc politiques de l'université française. Il faut se souvenir que dans les années 60, des sociologues, et notamment Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, avaient publié un ouvrage qui s'intitulait « Les héritiers ». Et dans cet ouvrage, ils montrent que l'école, que l'université contribuent à la reproduction des classes sociales et donc des inégalités sociales. Et notamment qu'en fonction de leur milieu d'origine, les élèves, comme les étudiants, ne sont donc pas tous égaux face à l'école, face à l'université. C'est-à-dire que certains partent avec une forme de handicap socio-culturel, tandis que d'autres sont avantagés dès le départ. D'où donc des différences dans les réussites scolaires de ces enfants, de ces étudiants. Alors, cette critique donc des fonctions de classe de l'université explique par exemple pourquoi dès que Vincennes ouvre ses portes, en fait, elle ouvre aussi ses portes aux non-bacheliers. Alors, il faut rappeler aussi qu'à l'époque, si vous voulez, à peine moins de 20% d'une classe d'âge avait le baccalauréat et donc pouvait rentrer à l'université. Alors qu'aujourd'hui, ces taux tournent autour de 73, 74, 75%. D'accord ? Et donc Vincennes, une de ses grandes nouveautés, une de ses grandes spécificités, originalités, c'est qu'elle va ouvrir ses portes très largement aux bacheliers et qu'en conséquence, elle va multiplier les cours du soir, du samedi, donc de façon à permettre aux salariés, et notamment aux salariés à temps plein, de reprendre des études. Donc Vincennes essaiera d'inventer un nouveau modèle d'université. C'est pourquoi d'ailleurs au début, certains vont la comparer à une anti-Sorbonne. Alors que, paradoxalement, beaucoup de ses premiers enseignants, et notamment en histoire, comme de ses étudiants, venaient de cette même Sorbonne. Donc Vincennes, vous l'aurez compris, donc c'est un des enfants de mai 68, mais c'est aussi, il faut le préciser, un des produits de la première massification de l'enseignement supérieur. En effet, entre 1960 et 1967, le nombre d'étudiants en France est multiplié par plus de 2, ce qui donne alors des taux de croissance annuels supérieurs à 10%. Résultat, les amphithéâtres à l'époque, donc dans les années 60, sont bondés. Et comme disent les articles de journaux, la Sorbonne craque dans ses murs. Et donc ça conduit le gouvernement à ouvrir de nouvelles universités. Par exemple, dès 1958, donc, le gouvernement ouvre une fac des sciences, en l'occurrence celle d'Orsay. En 1964, il ouvre l'université de Nanterre, qui, au début, d'ailleurs, on l'appelait la fille de la Sorbonne. Alors, c'est assez rigolo parce que, figurez-vous que Nanterre sera un des épicentres, en fait, de la révolte étudiante de 68. Pensez à Cohn-Bendit, etc. Alors, afin de répondre aux critiques que les étudiants, les enseignants et d'autres adressent à l'université traditionnelle, c'est-à-dire élitisme, immobilisme intellectuel, absence de démocratie interne, à l'automne 68, le pouvoir gaulliste, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque c'était le général de Gaulle qui était président de la République, fait aussi voter une loi d'orientation qui transforme profondément le statut des universités françaises. En effet, celle-ci acquiert alors une première forme d'autonomie. Parce qu'il faut savoir qu'avant, si vous voulez, les universités n'existaient pas vraiment. Ce qui existait, c'était des facultés. D'accord ? Et donc, avec la loi d'orientation, donc, votée à l'automne 68, donc, des premières universités, c'est-à-dire des entités ayant une première forme d'autonomie et regroupant 3 ou 4 facultés ou plus, commencent donc à exister. Donc, d'une part, le gouvernement réforme les universités dans leur ensemble au travers de cette loi d'orientation et il leur donne une première forme d'autonomie et il développe ce qu'ils appellent à l'époque en termes gaullistes la participation, c'est-à-dire le fait qu'une première forme de démocratie interne, ainsi que la pluridisciplinarité. Mais le gouvernement décide aussi d'ouvrir en toute urgence 2 centres universitaires expérimentaux. D'une part, donc, vous avez Dauphine, qui est consacré donc aux sciences du management,
et d'ailleurs qui est implanté plutôt dans les beaux quartiers. Vous savez, Dauphine, c'est dans le 16e, enfin c'est Porte Dauphine, hein, c'est voilà quoi. Et donc Vincennes, qui est plutôt isolée parce qu'en fait, on l'a construit au cœur du bois de Vincennes et qui est, elle, essentiellement centrée sur les lettres et sciences humaines. Alors, c'est intéressant de rappeler cela parce que, en fait, ces deux universités expérimentales que crée donc Edgar Faure, hein, qui était le ministre de l'Éducation donc de Gaulle à l'époque, ont connu des destins bien contrastés. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, Dauphine, c'est devenu une sorte de business school, en fait, au recrutement particulièrement sélectif et au recrutement social très élevé, tandis que Paris 8 accueille un public nettement plus populaire et contribue donc, à sa manière, à démocratiser l'enseignement supérieur. L'éclatement des 13 universités parisiennes date de 1970 ou 71. Donc, en fait, il n'y avait qu'une seule université, avant 68, en fait, à Paris, c'était la Sorbonne. Et il y avait ces deux satellites, en l'occurrence, qui étaient Orsay et finalement Nanterre. Hein. Et donc, alors c'est assez amusant de se souvenir de ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en 68, quand on va, et dans les années 70, on va diviser la Sorbonne en 13 parties, il y avait l'idée que la Sorbonne était trop grosse. Et que c'était pour ça qu'on était arrivé à 68, en fait. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, en fait. On essaie, au contraire, de regrouper les établissements de manière à ce qu'ils deviennent plus gros et qu'ils soient visibles de Shanghai, notamment. Vous voyez, donc, en fait, on vit une espèce de mai 68 à l'envers ou de reconcentration des établissements. Parce que ce phénomène est valable aussi en province. Hein. Vous savez, en province, vous aviez une université pour Bordeaux, une université pour Montpellier, pour Marseille, et on va créer Montpellier 1, Montpellier 2, Montpellier 3, Marseille, etc. etc. Aujourd'hui, on vit un phénomène de concentration. On arrive à, à fabriquer des géants de taille mondiale. Voilà. Autre question, remarque par rapport à ce que je viens de dire? Non, ça vous paraît clair? Oui. Bon. Alors, je vais me centrer maintenant plus spécialement sur Vincennes. Et là, je vous invite à regarder rapidement donc, les pages 6 et 7 donc, du petit recueil. Bon, on ne va pas le lire, mais si vous voulez, c'est le rapport que Edgar Faure, donc, qui était donc, à l'époque le ministre de l'Éducation nationale, adresse donc à Charles de Gaulle en décembre 68 pour décrire en fait ce que doivent être les missions donc, de ce qui s'appelait donc, à l'époque le Centre universitaire expérimental de Vincennes. Vous remarquerez qu'une de ses premières phrases à Edgar Faure, c'est de souligner que le nombre d'étudiants augmente. Vous voyez ? Et donc, il est clair qu'à l'époque, donc en 68, il y a vraiment une urgence pour le pouvoir politique. Il y a une urgence à la fois au plan démographique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'étudiants, on ne sait pas où les mettre, et ils ne se conduisent pas très bien non plus, d'accord ? Et il y a aussi une urgence politique. Alors ça explique, si vous voulez, la rapidité un peu folle avec laquelle cette nouvelle université est construite. Parce que figurez-vous que Vincennes est bâtie en moins de 4 mois. Hein, construire une université en moins de 4 mois, sur un terrain qui sera volé à la Commune de Paris, et ce, en s'affranchissant de la plupart des règles bureaucratiques ordinaires. De même, on va recruter 240 enseignants titulaires en moins de 2 mois. Je ne sais pas si vous rendez compte des délais. C'est quelque chose d'absolument hallucinant. On a bâti une université de fond en comble à toute vitesse et on a recruté un nombre incroyable de personnes à toute vitesse aussi. Alors, ça, c'est vraiment un trait d'époque. Parce que, par exemple, quand on regarde à Dauphine, ce sera pareil. Quand on regarde à Paris 13, notre collègue, là, notre voisine, là, qui n'est pas très loin, la Paris 13 Villetaneuse, c'est à peu près pareil. Pourtant, elle ouvrira ses portes plus tard. Donc, essayez d'imaginer une administration centrale sous tension, politique, prise par l'urgence, et qui crée à une vitesse incroyable donc, des institutions universitaires. Voilà, pour vous donner une idée de l'ambiance de l'époque. Ça laisse tout à fait rêveur. Alors, si on en revient au texte d'Edgar Faure, donc non seulement d'abord il insiste donc, sur l'idée que voilà, le nombre d'étudiants augmente, mais ensuite il décrit les spécificités du projet vincénois. Alors il insiste notamment sur la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que les étudiants ne doivent pas simplement apprendre une discipline, mais donc s'initier à plusieurs disciplines à la fois.
il insiste aussi sur l'adaptation aux besoins du monde extérieur. Alors, ça, c'est un mot qui n'est pas utilisé par Faure, mais en fait, l'objectif de Faure, quand il ouvre cette université, ou du moins son rêve, c'est vraiment de professionnaliser les études de lettres et sciences humaines. Et c'est pour ça que, par exemple, il insiste beaucoup sur l'apprentissage de l'informatique, des langues vivantes. Parce que, pour Edgar Faure, en fait, Vincennes ne doit pas préparer au professorat et donc au concours de la fonction publique. Et donc ça, c'est très important à rappeler parce qu'à l'époque, si vous voulez, les facultés de lettres et sciences humaines, elles produisent essentiellement des enseignants du secondaire. C'est leur fonction. Et ça, ensuite, ça a des effets sur les programmes d'enseignement, sur les méthodes d'enseignement, etc. Voilà, donc ça, c'est important de rappeler ce projet en quelque sorte moderniste, professionnalisant d'Edgar Faure. C'est son projet à lui. Les étudiants, les enseignants, ensuite, vont faire autre chose avec ça. Mais c'est important de le rappeler. Donc, en fait, quand il ouvre ces deux centres universitaires expérimentaux, c'est-à-dire ceux de Dauphine comme de Vincennes, le pouvoir gaulliste poursuit en fait un double objectif. D'une part, il veut montrer qu'il a entendu la critique donc, de 68. Et donc, il va permettre à des novateurs de se lancer donc, dans des expérimentations pédagogiques, scientifiques, qui, si elles aboutissent, seront ensuite généralisées à l'ensemble de l'enseignement supérieur. Par exemple, le système des UV, qui sera notamment mis au point à Vincennes, va être ensuite, ce qui deviendra les EC plus tard, inventé, on peut dire, par Vincennes. Et ensuite, ça va se développer, se répandre dans l'ensemble de l'université française. Donc, non seulement le pouvoir politique veut montrer qu'il a entendu cette critique, mais il y a aussi quand même un calcul politique. En effet, un des objectifs aussi de Faure et de Gaulle, c'est aussi d'éloigner du centre de Paris, c'est-à-dire du quartier latin, ces éléments les plus perturbateurs, de façon notamment à faciliter le retour à l'ordre. Et de fait, à l'époque, suite aux événements de 68, une partie de la jeunesse étudiante croit à l'imminence d'une prochaine révolution. Et donc, nombre d'universités sont d'intenses foyers de contestation politique. C'est-à-dire que les mouvements d'extrême gauche, et notamment ceux d'inspiration maoïste, sont en plein essor à l'époque. Et par exemple, le marxisme et toutes sortes de pensées critiques se diffusent très largement, tant chez les étudiants que chez les enseignants. Alors, ici, je vous invite à regarder les pages 11, 12 et 13 donc, du petit recueil. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à ces pages 11, 12 et 13 ? Eh bien, on trouve le programme, en fait, du département de sociologie de Vincennes en 71-72. Voilà, on vous parle de la classe ouvrière, de l'impérialisme, du socialisme, de l'État, de la petite bourgeoisie, des appareils de contrôle, etc. etc. Vous voyez ? Voilà. Vous pouvez comparer avec le programme d'enseignement du département de sociologie d'aujourd'hui. Par exemple, Marx a disparu, en fait. Bon, pourtant, c'est très intéressant, Marx, moi je ne dis pas. Mais, bon, voilà. Voilà. La mode de Marx est passée. Voilà. Alors, oui, revenons-en donc à Edgar Faure. Je parlais des calculs... disons, d'Edgar Faure quand il ouvre ces différents centres universitaires expérimentaux. Donc, d'une part, il veut que les étudiants, les enseignants novateurs puissent expérimenter, d'où l'idée de centre universitaire expérimental, d'accord ? D'autre part, il veut contenir, en fait, les débordements et la fièvre révolutionnaire de l'époque. Alors ici, je voudrais rapporter un extrait du discours que Edgar Faure va avoir à l'automne 68 devant le Sénat. Voilà ce qu'il dira. « Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire, avec un grand H, qu'une révolution ait été faite simplement par des révolutionnaires. Point. Il faut donc que ces révolutionnaires entraînent avec eux des réformistes. Deux points. Mais nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'ils n'y parviennent pas. » Vous voyez, c'est clair. Edgar Faure nous dit ce qu'essaie de faire le gouvernement de l'époque en ouvrant des universités, en recrutant en masse des enseignants, des personnels, etc.
parce qu'on a vraiment recruté en masse. C'était relativement facile de devenir enseignant du supérieur à cette époque. C'était très facile de trouver un emploi dans les universités à cette époque. Il n'y avait d'ailleurs même pas besoin de les chercher. Des entretiens qu'on fait avec d'anciens personnels Athos de Vincennes, c'est très étonnant. Pour beaucoup, ils n'ont pas cherché un emploi, en fait. On les a sollicités en leur disant, tu sais, il y a du travail à Vincennes. C'est dire que c'est une toute autre époque. Hein. C'est vraiment... voilà. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, si vous voulez, les professeurs, les rangs A, les rangs magistraux, avaient tout pouvoir pour recruter les assistants. D'ailleurs, le terme même d'assistant explique bien la chose. Ils étaient les assistants du professeur. Et donc, ils pouvaient recruter... une licence suffisait. Bon, on pourrait développer là-dessus, mais je n'en dirai pas plus. Bon. Alors, oui, donc, vous voyez que Edgar Faure était quand même un fin politique, et c'est pas pour rien que le général de Gaulle est venu le chercher après 68. Il avait vraiment besoin de quelqu'un de très, comment dire, de très adroit, quoi, en fait. De quelqu'un qui savait jouer quand même... voilà, pas trop, voilà, qui savait y faire face à cette montée de, si vous voulez, de l'esprit révolutionnaire. Et donc, d'une part, donc, en faisant voter cette loi d'orientation, donc, tout en contribuant à la création de Vincennes, donc l'objectif d'Edgar Faure est vraiment d'endiguer, si vous voulez, ce flot critique et révolutionnaire, notamment en l'isolant, et donc en concentrant dans certains lieux, comme Vincennes ou d'autres, les étudiants, les enseignants les plus radicaux. D'où l'idée notamment de ghetto expérimental. Hein, cette idée que voilà, ces gens-là sont critiques, sont agités, etc. Ils manifestent, ils ne sont pas contents, etc. On va les mettre au cœur du bois de Vincennes, pas loin du zoo d'ailleurs. Et comme ça, eh bien, écoutez, ils vont s'étriper entre eux, entre gauchistes, entre communistes, etc. Et enfin, l'ordre, le calme, la paix, la volupté, donc reviendront au cœur du quartier latin. Hein. Donc il y avait vraiment cette idée de Vincennes comme abcès de fixation. Et paraît-il, Deleuze dira d'ailleurs, pas Deleuze, excusez-moi, quel lapsus étonnant, De Gaulle dira, oui, Vincennes, c'est pour les emmerdeurs. Voilà. Donc c'est tout vous dire, vous voyez, le côté... voilà, il y a des gens comme ça dans toutes les institutions, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui râlent, etc., etc. Eh bien, voilà, on va envoyer tous ces gens-là ensemble, quoi. Hein, et ils vont créer une université, une anti-Sorbonne, quoi. Hein. Donc, c'est vous dire la composition initiale du chaudron vincennois, quoi. Hein, c'était... voilà, c'était... Alors, je vais maintenant parler des enseignants, en fait, des premiers enseignants de Vincennes. Alors, il faut savoir qu'au début, Vincennes, en fait, c'est un rêve d'enseignant. Et ils vont tenter de tenir les étudiants à distance le plus longtemps possible quand ils vont inventer cette université. Hein, puisque l'idée de créer Vincennes apparaît, semble-t-il, au mois de juillet. Et donc, jusqu'en septembre, voilà, on va essayer de tenir à distance le plus possible les étudiants, et notamment les plus radicaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les enseignants avaient peur d'être débordés. Et bien évidemment, dès que le centre ouvrira ses portes en décembre 68, ils seront effectivement débordés, parce que là, les étudiants étaient là. Hein, c'était... bon. Alors, ces enseignants, en fait, ne forment pas un groupe homogène, et globalement, si vous voulez, on peut les diviser en 2 groupes ou 3, si on ajoute la foule de ceux qui viendront d'abord à Vincennes pour des questions de carrière, pour remonter plus vite à la capitale et tout ça. Bon, ça, c'est important. Hein, la question de la carrière, c'est quand même très important. Il ne faut jamais oublier la carrière. Voilà, pour comprendre les agissements des enseignants, mais aussi des personnels, après tout. Voilà. Alors, donc, le premier groupe d'enseignants qui est le plus visible médiatiquement et sur lequel, d'ailleurs, la presse de l'époque va s'attarder, il est constitué par l'avant-garde intellectuelle française des années 60. Et donc, il est surtout préoccupé de recherche. Et donc, c'est ce qui fait que vont se retrouver à Vincennes beaucoup de novateurs en tout genre qui peinaient à trouver leur place dans l'université traditionnelle, c'est-à-dire qui étaient rejetés, si vous voulez, sur les marges de la Sorbonne. Et donc, ces gens-là, ces académiques, ces intellectuels, vont donc en 68 rejoindre donc les étudiants dans leur critique de l'université traditionnelle, comme de la société en général. Alors ici, vous pouvez penser par exemple à Michel Foucault, donc,
à Gilles Deleuze, dont j'ai déjà parlé, à Hélène Cixous, à Alain Badiou, Jean-François Lyotard, etc. Bon, là, je cite des philosophes, mais vous trouveriez aussi d'autres noms célèbres dans d'autres départements. Et donc, à l'époque, si vous voulez, fin 60, début 70, il y a l'idée que l'avant-garde intellectuelle et l'avant-garde politique peuvent se rencontrer. Vous voyez ? Elles peuvent s'unir, se rencontrer pour critiquer l'ordre à la fois politique, mais aussi intellectuel et social existant. Vous voyez, donc il y a cette idée d'une espèce de rencontre un peu miraculeuse entre voilà, ce qui se fait de mieux dans la pensée et le plus radical en matière de politique. Et sachant que cette rencontre ne se fera pas sans mal, parce que bien évidemment, il y aura des phénomènes, si vous voulez, d'instrumentalisation réciproque, de quiproquos, de malentendus, qui seront passablement nombreux. De même, pour se replacer dans le contexte de l'époque, il faut dire et rappeler que, comment dire, les manifestations de terrorisme, tant intellectuelles que politiques, étaient quand même nombreuses. Et notamment, si vous voulez, certains groupes d'extrême gauche, comme par exemple les maoïstes, avaient des pratiques, disons, politiquement particulièrement sportives, hein, qui étaient notamment inspirées de celles de la révolution culturelle chinoise. Hein. Donc, par exemple, petite anecdote, il y avait des brigades maoïstes qui circulaient dans des cours pour vérifier leur conformité idéologique. Quoi. Vous imaginez la chose ? Et voilà, donc vous voyez, vous faites votre cours et tout ça, et vous voyez débouler des gens qui disent « Mais est-ce que ta théorie de la contradiction ?» Alors je viens de faire un entretien avec un logicien, c'était très intéressant, il m'a dit, il enseignait la logique. Alors vous imaginez la logique ? Une branche des mathématiques et tout ça. Il voit débouler des maoïstes et ils lui disent « Mais ta conception de la logique, est-ce qu'elle est conforme à ce qu'a dit Marx et Hegel ?» Et donc, vous voyez, c'est chaud, hein, chaud. Bon, bref. Donc oui, alors j'en reviens sur ces groupes, disons, radicaux. Alors certains de ces groupes étaient tellement radicaux que, citation, leur objectif était donc de détruire l'université bourgeoise. Voilà, ça s'appelait l'université bourgeoise. Et donc ils feront tout pour que l'université, notamment celle de Vincennes, marche le plus mal possible. Alors ça, par exemple, c'était la position de Judith Miller, qui était donc, c'était la fille de Jacques Lacan, et qui enseignait alors au département de philosophie de Vincennes et qui était donc une maoïste convaincue. Voilà, son objectif à cette dame, c'était voilà, de détruire l'université bourgeoise. Donc c'était sport. Hein, voilà. Donc voilà pour le premier groupe. Parlons maintenant du second groupe d'enseignants. Alors eux, ce second groupe, il est constitué d'enseignants souvent moins connus, mais qui étaient déjà soucieux, si vous voulez, de rénover leurs pratiques pédagogiques et scientifique dans un sens à la fois plus démocratique et moderniste. Si vous voulez, pour envoyer le vocabulaire de l'époque, c'est plutôt des réformistes. Vous voyez, les autres sont révolutionnaires, radicaux, tout ça, etc. Et puis eux, ils sont tout simplement réformistes, quoi. Voilà. Bon. Et donc, c'est des enseignants qui veulent profiter, si vous voulez, des dynamiques qui ont été introduites en 68 par les étudiants à l'université pour renouveler donc les programmes, transformer le rapport pédagogique et ouvrir donc l'université sur le monde comme à de nouveaux publics. Et ces gens-là, ils sont participationnistes. Alors ça veut dire quoi, participationnistes ? Ça veut dire qu'ils sont pour faire fonctionner les institutions mises en place par la loi Edgar Faure, qui développent donc l'autonomie des universités et qui créent donc des conseils d'université dans lesquels donc sont représentés aussi bien les enseignants, les étudiants que les personnels. Eux, ils sont participationnistes, d'accord ? Et donc, ils vont s'opposer aux anti-participationnistes. Alors, pour donner quelques noms d'enseignants et pour situer où ils étaient, par exemple, le département d'anglo-américain va jouer un rôle tout à fait fondamental dans la création de cette université et aussi dans son fonctionnement. Alors ici, par exemple, on peut penser au cas de Bernard Cassen, Pierre Domergue. Donc, ce sont des gens qui vont vraiment jouer un rôle très important dans la création de notre université et qui, plus tard, se retrouveront au monde diplomatique, à attaque, etc. Hein, voilà. Bon. Et de même, on peut penser au département de psychologie expérimentale ou alors ceux d'histoire. Alors, souvent, ces enseignants, entre guillemets, réformistes, ils étaient plutôt proches du Parti communiste.
Et ils étaient souvent aussi d'ailleurs d'origine plus populaire que les précédents, hein, ceux de renommée d'avant-garde, renommée internationale. Et ces enseignants, donc, ce sont un groupe d'enseignants plutôt réformistes. Ils vont donc jouer un rôle clé au sens où ils vont jouer le rôle quelque peu ingrat à l'époque, vont s'occuper de la gestion quotidienne de cette institution. Voilà. Essayer d'imaginer, se retrouver à gérer une institution qui se veut anti-institutionnelle, une université qui se veut une anti-Sorbonne. Qu'est-ce que ça donne quand vous êtes dans une institution anti-institutionnelle, hein? C'est bon. Parce que, si vous voulez, il faut voir que dans la Vincennes de l'époque, si vous voulez, qu'est-ce qui domine? C'est plutôt les valeurs critiques, c'est les valeurs libertaires. Et donc, dans un univers très critique, très libertaire, ils vont se retrouver à assumer donc des positions de pouvoir local, et notamment en participant au fonctionnement de l'institution. Et ça va conduire à des affrontements politiques violents. Alors ici, je vous invite à regarder les documents reproduits à la page 8. Oui, alors, le premier est plutôt amusant. Donc, c'est une photographie donc, prise à Vincennes par un journaliste de l'Express. Et puis, donc, oui, voilà, vous voyez, voter, donc, c'est pisser contre le vent. C'est une fenêtre, hein. Bon, voilà. Et plus étonnant, la photo du dessous. En fait, qu'est-ce qu'on voit dessous? Donc, on voit les urnes, donc, des premières élections à Vincennes. Vous voyez, puisqu'il fallait représenter les enseignants, les personnels, les étudiants. Et donc, il y a des élections. Et donc, le 18 juin 69, lors des premières élections, donc, les gauchistes et les antiparticipationnistes donc, balancent les urnes électorales dans le bassin. Et donc, ça suscite une réaction donc, d'autres enseignants du centre universitaire expérimental qui rédigent très vite un appel à tous les enseignants, donc 150 d'entre eux signent, et qui dit la chose suivante. Je vais vous rappeler, enfin, pas pour vous rappeler, mais citer le texte de ces enseignants. Devant ces événements, chaque enseignant est placé devant l'alternative suivante. Ou bien il cautionne au nom d'une idéologie qui a décidé, entre guillemets, la destruction de l'université ou par indifférence, les événements de ce matin, et par là même la fermeture de Vincennes avec ses implications, ou bien il décide de prendre ses responsabilités et d'agir. Et donc, en conséquence, les signataires appellent donc les enseignants, les étudiants, à s'engager et donc à informer systématiquement dans leurs travaux pratiques les étudiants et à être personnellement présents le jour du vote pour assurer une libre consultation. Donc, vous voyez, au début, les premières élections à Vincennes sont particulièrement sportives, puisque tant participationnistes, antiparticipationnistes, ça donne lieu à des affrontements très forts. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, dès l'origine à Vincennes, il y a une très forte tension entre ces deux groupes politiques et que surtout, si vous voulez, les participationnistes, en fait, sont minoritaires partout. Par exemple, en effet, le 26 juin 69, c'est-à-dire quand on finira par tenir ces élections, lesquelles se tiendront d'ailleurs sous la protection du service d'ordre de la CGT, le taux de participation s'élève à 17% chez les étudiants, 36% chez les personnels et 39% chez les enseignants. Et donc, de facto, ça pose un problème politique essentiel, c'est celui de la légitimité, si vous voulez, du pouvoir ainsi élu, et donc du conseil, ou ce qu'en langage gauchiste de l'époque, on appelait le conseil fantoche, voilà, qui va donc prendre en charge la gestion de l'université de Vincennes. Et ça explique que cette université va être ingouvernable, vraiment, jusque, disons, dans les années 71. Et qu'on va voir une valse accélérée des doyens successifs. C'est-à-dire les doyens, c'est-à-dire ceux qui étaient à la tête de l'université, ne tenaient pas. Alors, ce phénomène n'est pas propre à Vincennes. Ça s'observe aussi dans beaucoup d'universités de l'époque, qui étaient donc en proie aux passions révolutionnaires du moment. C'est-à-dire qu'occuper des positions de pouvoir universitaire à l'époque n'était pas de tout repos. Alors, je vais passer maintenant aux étudiants, parce qu'ici, j'ai beaucoup parlé des enseignants, parce que, en fait, une des grandes originalités de Vincennes, donc, c'est son public. Parce que, en fait, dès que Vincennes ouvre ses portes,
elle s'ouvre résolument à des populations habituellement rejetées de l'université, en l'occurrence les non-bacheliers et les salariés. En effet, comme je disais précédemment, donc, on va ouvrir beaucoup de cours le soir, il y aura des cours le samedi, et les cursus étaient extrêmement souples. Et c'est ce qui fait que Vincennes, très vite, aura un public très original. Par exemple, en 1975, elle compte 38% de non-bacheliers, 60% de salariés, 38% de salariés à temps plein. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la moyenne d'âge des Vincennois était beaucoup plus élevée que celle des étudiants des autres universités. Alors, concernant les caractéristiques du public, je vous invite à regarder les pages 16 et 17 du petit recueil. Alors oui, je vous ai reproduit une espèce de petit tableau qui m'amuse beaucoup parce que c'est des statistiques manuscrites. Vous voyez, donc à l'époque, en fait, quand on regarde dans les archives, vous trouvez beaucoup de choses manuscrites, ce qui est un peu étonnant pour nous aujourd'hui. Et bon, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais ce que vous montrent ces statistiques, c'est que l'effectif, notamment de Vincennes, va augmenter très rapidement. Et que les pourcentages de non-bacheliers étaient importants, très rapidement, comme celui des salariés à temps plein. Il faut préciser les modalités d'admission à l'université de Vincennes. Alors, vous pouviez rentrer à Vincennes sans avoir le bac. Donc, à l'époque, moins de 20% d'une classe d'âge a le bac. Mais il fallait justifier soit de 2 ou 3 années d'activité salariée, soit avoir été mère de famille et avoir élevé je ne sais plus combien d'enfants. Ensuite, j'attire votre attention, page 17, là, sur les 2 petites images. Vous voyez, elles sont intéressantes puisque, en fait, Vincennes, non seulement va s'ouvrir largement aux non-bacheliers, aux salariés à temps plein, mais aussi aux étrangers. Et ça, c'est une caractéristique très forte dès le début et qu'on retrouve aujourd'hui. Vincennes, c'est l'université française où il y a le plus d'étudiants étrangers. Et ça, c'est une caractéristique d'ailleurs qui n'avait pas été prévue par les inventeurs de Vincennes. Ils voulaient s'ouvrir aux travailleurs, comme on disait, fac ouverte aux travailleurs. Ils voulaient s'ouvrir aux non-bacheliers pour rétablir, si vous voulez, la justice par rapport à une forme d'injustice scolaire. Mais ce qu'ils ont vu arriver, c'est aussi les étrangers. Ça, ce n'était pas du tout prévu. Et donc, c'est le sens du premier, comment ça s'appelle, autocollant, là, vous voyez. Ici, c'est possible, brassage des cultures, ouverture sur le monde, etc. Et le deuxième autocollant, lui, donc, après le boulot, travailler autrement, 45% d'étudiants travailleurs. Donc, si vous voulez, ça vous caractérise bien donc, le public donc, de cette université. Donc, si vous voulez, pour reprendre le titre d'une affiche militante de l'époque, on peut donc dire que dans un bel élan de générosité collective, plus ou moins utopique, Vincennes essaiera donc d'être une fac ouverte à tous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a reproduit ça. Vous voyez, fac ouverte à tous. Donc, vous avez un point puis une fleur. Bon, voilà, c'est l'idée que voilà, on offre la culture à tous, quoi, sans distinction de voilà. Donc, Vincennes à ses débuts, donc essaye d'être une fac ouverte à tous ou encore une fac ouverte aux travailleurs. Mais, et tout est dans le mais, ce n'est pas parce qu'une institution ouvre formellement ses portes à tous, et donc que tout le monde rentre, que tout le monde tire un profit égal de son passage dans l'institution concernée. Par exemple, si on étudie l'origine sociale des Vincennois, eh bien on observe que finalement, elle est relativement proche de celle des autres universités. De même, on observe que le recrutement social s'élève à mesure qu'on monte dans le cursus. Donc il y a plus d'enfants de cadre en doctorat, effectivement, qu'il n'y en a en DUG ou en licence. De même, concernant les non-bacheliers, qui sont quand même la grande fierté de Vincennes, en fait, on observe que le cursus vincennois ne marchait pas forcément très bien, puisqu'on mélangeait, je le rappelle, les non-bacheliers et les bacheliers dans les mêmes cours. Et par exemple, on voit que les statistiques nous montrent qu'il y avait 46% de non-bacheliers en premier cycle et il n'y en avait plus que 13% en troisième cycle. Et donc, idem concernant les professions, fac ouverte aux travailleurs. En fait, quand on regardait les professions des Vincennois, il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers, en fait. C'était plutôt, si vous voulez, des employés, des professions intermédiaires, et ça répondait plutôt à une espèce de formation continue, si vous voulez, de type plutôt généraliste.
Voilà, c'est plutôt ça le public de Vincennes. Hein. Ce n'est pas des ouvriers de chez Renault qui viennent. Mais alors, il y en avait quelques-uns, mais ils étaient quand même pas très nombreux. Et souvent, c'était des individus assez atypiques, hein, parce qu'ils avaient des trajectoires compliquées, un héritage culturel, social, politique. Et souvent, ce sont des gens, d'ailleurs, qui étaient déjà rentrés dans des démarches d'autodidexie, hein, notamment via les circuits politiques, les circuits militants, les circuits syndicaux, etc. Et au passage, c'était donc des gens souvent très intéressants, puisqu'ils avaient de la bouteille, ils avaient une connaissance, si vous voulez, du monde social que n'avaient pas nécessairement donc des étudiants ordinaires. Et donc, si vous voulez, Vincennes donc, sera quand même un grand succès parce que prévu pour 7000 étudiants au début, en 1980, quand on l'a détruit, en fait, elle en compte 30 000, 32 000. Et voilà. Manifestement, la création de cette université répond à un besoin collectif ou un désir d'apprendre. Il y a un ouvrage qui est intéressant d'ailleurs sur Vincennes qui s'intitule Vincennes ou le désir d'apprendre. Voilà, il y avait un appétit de savoir, de culture, qui est assez caractéristique de l'époque, quoi, hein, qui est sans doute lié aux remises en cause de 68, des effets du baby-boom, toute une réflexion collective et culturelle, un bouillonnement, si vous voulez, dont on n'a pas vraiment l'équivalent aujourd'hui. Bon, maintenant, je vais vous parler des personnels. Alors ça, c'est nouveau, donc ce n'est pas dans l'ouvrage. Alors, les personnels de Vincennes. Alors, je vais vous raconter un peu leur histoire à Vincennes. Mais avant de raconter cette histoire, je voudrais souligner l'extrême diversité de ce personnel, qui se manifeste notamment dans l'acronyme BIATOS. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire BIATOS. Alors, ça veut dire bibliothèque, ingénieur, administratif, technicien, ouvriers, de services et de santé. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les personnels des universités relèvent de métiers très différents. Et, par exemple, dans les premiers annuaires qu'on a réussi à trouver, qui étaient manuscrits, mal torchés, etc., sans prénom, sans affectation, je ne vous dis pas les premiers documents bureaucratiques vincénois ne ressemblent... Bon, bref. Donc, dans ces premiers annuaires, en fait, les agents de la bibliothèque ne figurent pas. Oui, c'est assez curieux. Tout simplement parce qu'ils relevaient d'une autre institution. Donc, les clivages, en fait, internes au personnel sont très puissants. Et en fait, chacun de ces univers constitue une espèce de monde à part. Et donc, la bibliothèque, c'est un monde à part. Le personnel ouvrier en charge de la maintenance des locaux, c'est un monde à lui tout seul. Celui des techniciens des laboratoires de langue, c'est autre chose. Celui des services audiovisuels aussi, c'est encore autre chose. Les secrétaires de département qui sont en contact permanent avec les populations étudiantes et enseignantes, c'est encore autre chose. Les agents de la reprographie qui sont au service de l'ensemble de l'université, c'est encore autre chose, etc., etc. En fait, si vous voulez, ces métiers, ces statuts, ces carrières diffèrent, ces cultures, si vous voulez, ces types de formation diffèrent profondément, en fait, d'un métier à l'autre. Hein. Et en plus, ça change en fonction de la taille du collectif de travail concerné. Ce n'est pas la même chose d'être dans une administration centrale, pyramidale, où vous êtes non loin de l'œil du pouvoir, ou tout ce que vous voulez, ou si vous êtes isolé dans un coin de l'université, vous existez, vous êtes tout seul ou avec 2-3 autres personnes. C'est vraiment des manières de vivre le métier qui sont très, très différentes. Voilà, je voulais dire ça en préalable parce que c'est vraiment une caractéristique tout à fait essentielle donc, de ce personnel. C'est qu'il est très éclaté, quoi. Bon. Alors, je vais maintenant rentrer dans l'histoire de ces personnels. Alors, je vais diviser j'ai distingué 3 périodes. La première, je l'ai intitulée, qui va de 68 à 71, je l'ai intitulée « Une naissance dans la douleur et l'allégresse ». Alors, comme je disais précédemment, Vincennes donc, est créé dans la foulée des événements de 68 et dans une très grande précipitation. Alors, si les archives sont relativement bavardes concernant le recrutement des premiers enseignants, qui manifestement préoccupent beaucoup ces enseignants, mais aussi la presse intellectuelle de l'époque, en l'occurrence le Nouvel Obs, pour ne pas le nommer, parce qu'il y a des enseignants d'avant-garde, il n'y a pratiquement rien sur les personnels administratifs et techniques. Voilà. Bon. En fait, il semble que ces personnels ont été quelque peu oubliés par les concepteurs initiaux du projet. En l'occurrence, le noyau des enseignants fondateurs.
Et le ministère, de son côté, ne créera ces postes qu'au compte-gouttes. À tel point que lorsque le centre universitaire ouvre ses portes, en raison de l'absence de personnel sur place, c'est la société de construction qui réceptionne le matériel intérieur. C'est-à-dire les tables, les chaises, les téléphones. Il n'y avait personne dedans, quoi. Voilà. Donc, un oubli tout à fait caractéristique et très intéressant, donc, des personnels non enseignants. Vous voyez, voilà. Bon, voilà. Donc, il semble que la tendance a été quelque peu négligée dans cette affaire. Et les nominations d'agents titulaires, en fait, j'insiste sur le thème de titulaires, et notamment de cadres expérimentés, seront peu nombreuses et tardives. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les agents titulaires, les cadres, n'étaient peut-être pas spécialement désireux de se retrouver dans le chaudron vincennois. Parce que Vincennes, si vous voulez, c'était quand même un lieu où le souci de l'égalité, le combat contre toutes les formes de hiérarchie primait sur toute autre considération. Donc imaginez-vous chef dans un univers où on n'aime pas les chefs, quoi. Bon, c'est... voilà. Alors, je parle ici des personnels administratifs et techniques et ouvriers de santé, etc. Mais c'était pareil pour les enseignants, en fait. Hein, quand on regarde le recrutement des premiers enseignants, je ne l'ai pas dit, mais en fait, les professeurs ne se bousculeront pas à Vincennes. Et de fait, si vous voulez, après 68, ils avaient compris que s'occuper une position dominante de pouvoir, etc., c'était pas de tout repos, quoi, en fait. Hein. Donc, on va avoir du mal à trouver des professeurs hein, dans certaines disciplines. Et d'ailleurs, certains partiront assez vite. Hein. Par exemple, Michel Foucault. Bon, voilà, Michel Foucault arrive, mais il part très vite, en fait. Hein. Il supportait plus l'ambiance de Vincennes. Hein. Voilà, il est parti pour le Collège de France, donc c'est très chic, hein, mais voilà. Bon, voilà, pour vous dire que voilà, hein, c'est et donc on oublie donc au début les personnels biatos, les cadres de la Sorbonne, du rectorat, etc. Ben, les gens n'ont pas tellement envie de venir ici. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le centre, à ce moment-là, est obligé de recruter dans l'urgence et dans l'improvisation un grand nombre de personnels administratifs et techniques précaires, souvent très jeunes, généralement peu ou mal formés, et qui arriveront là par relation. Et comme dans le cas des enseignants, ce qui va fonctionner, ce sont déjà les réseaux militants, les réseaux amicaux, religieux, voire même familiaux, puisqu'on va voir se développer de véritables dynasties. On s'est recruté par famille, si vous voulez. Mais par famille politique aussi, syndicale, intellectuelle, voilà. Hein, il y a différentes sortes de familles possibles. Vous avez des familles biologiques, des familles religieuses, si, voilà, syndicales, bon, voilà. Et par exemple, je sais pas, oui, un exemple me vient, là, alors, qui est plutôt afférent aux enseignants en philosophie, mais ou en sociologie, par exemple, effectivement, un des principes de recrutement des enseignants, c'était qu'il fallait un peu de tous les partis d'extrême gauche, quoi. Comme ça, ils se neutralisaient les uns les autres, en fait. C'est étrange, hein, c'est vraiment très étrange. Bon, je ferme ma parenthèse. Donc oui, alors ici, finalement, en fait, on est vraiment au cœur de l'objet. Parce que une des particularités de Vincennes, et qui explique en fait son histoire particulièrement mouvementée, c'est que dès l'origine, en fait, il y a une forte proportion de personnel précaire, aux trajectoires formation visée professionnelle plus ou moins hétérogènes et atypiques. Et donc ce phénomène est visible à la fois du côté des personnels, mais aussi du côté des enseignants. En effet, très tôt à Vincennes, il y a beaucoup de chargés de cours. Et fort logiquement, ces personnels vont se battre pour obtenir la reconduction de leur poste, de meilleures conditions de travail, leur titularisation, etc. Donc si vous voulez, c'est des phénomènes qui vous explique pourquoi ce personnel était particulièrement, comment dire, je n'arrive pas à trouver le mot, mobilisé. Alors, comme je l'ai dit précédemment, donc, au début de Vincennes, on observe une certaine vacance du pouvoir central.
Alors, qui est lié à quoi? Au fait que, si vous voulez, la tendance antiparticipationniste domine. Et donc, les antiparticipationnistes, voilà, ne veulent pas participer aux instances locales de gestion. Et donc, ce qui règne à l'époque, c'est ce qu'on pourrait appeler la culture de l'AG. Alors, qu'est-ce que c'est, la culture de l'AG? C'est l'idée que tous les problèmes, quels qu'ils soient, et même les questions d'organisation interne, de recrutement, de gestion, d'avancement, doivent être réglées démocratiquement, au vu et au su de tout le monde, ou tout au moins au niveau de chaque département, service, collectif de travail concerné. Donc, si vous voulez, c'est l'idée que la démocratie directe doit régner et le souverain, pour parler comme Rousseau, doit siéger donc de façon quasi permanente afin de pouvoir statuer continuellement sur tout. Et donc, si vous voulez, c'est une époque où tout est politique. Hein. Par exemple, certaines personnes, alors ça va vous étonner, des personnels vont être recrutés dans des assemblées générales, par exemple. Vous voyez, on dit il y a un emploi au département de machin, de secrétaire, chose. Qui est intéressé? Les gens lèvent leurs mains et ensuite l'assemblée générale élit la personne à la fonction. C'est original. Hein. Alors bien évidemment, si vous avez des bons copains politiques, tout ça, etc., vous avez plus de chances que si vous venez de province, vous êtes inconnu, voilà. Hein, vous aurez plus de mal, quoi. Alors, alors, ici, je vais lister une série de facteurs qui font que, dès le début à Vincennes, les différents services, les différentes composantes ont une très, très grande indépendance. Et finalement, le pouvoir central n'a de pouvoir sur rien, en fait. Pourquoi ? Pourquoi, si vous voulez, la présidence, le pouvoir central n'a pas de pouvoir? Parce que, d'une part, le pouvoir central n'est pas légitime, hein, puisqu'il y a peu de gens qui votent pour les participationnistes. Hein. D'autre part, l'égalité est farouchement revendiquée entre tous les membres de la communauté universitaire. D'autre part, les statuts ne sont pas étanches, c'est-à-dire que beaucoup des premiers personnels administratifs et techniques étaient étudiants. Et certains d'entre eux deviendront enseignants. Et donc, si vous voulez, il n'y avait pas, si vous voulez, ce cloisonnement, hein, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, notamment, beaucoup de ces gens-là étaient jeunes, étaient proches, hein, au moins par l'âge. Ils étaient proches aussi en raison de leurs engagements politiques. Et donc, si vous voulez, et on recrutait aussi beaucoup à l'époque. Et donc, si vous voulez, il y avait des possibilités de mobilité professionnelle qui étaient très importantes et qui n'étaient pas nécessairement régulées par une instance centrale. D'accord ? Puisque chaque composant, chaque service était relativement autonome. D'accord ? Alors, si vous voulez vous décrire, pour vous rapporter le point de vue du pouvoir central, je voudrais ici lire quelques extraits de la lettre de démission du premier conseil de gestion en octobre 70. Donc, il s'agit du conseil de gestion qui est chargé donc de diriger cette université. Alors voilà ce qu'il dit. Les problèmes doivent être envisagés au niveau global de l'université. Point. Bon, manifestement, ils ne le sont pas. Pour cela, il faut que l'administration, avec un A majuscule dans le texte, puisse vivre sans être sans cesse interrompue dans son travail. Je vous laisse deviner ce que ça voulait dire. Vous voyez, l'administration, bâtiment-G, je ne sais pas quoi, voilà. Il faut qu'il puisse travailler tranquillement, quoi. Hein, bon. Je poursuis. Il faut que le personnel puisse administrer normalement et que les règles de présence administrative soient respectées. Le texte précise ensuite qu'un établissement de 10 000 personnes, à l'époque il y avait 10 000 personnes à Vincennes, ne se dirige pas à 3 ni même à 12 réunis en un bureau. Sa bonne marche exige la hiérarchie des responsabilités. Oui, donc pour que ça marche, il faut qu'il y ait une hiérarchie des responsabilités. Sinon, voilà. Ensuite, ce texte critique pêle-mêle, je cite toujours, l'irresponsabilité et la légèreté de certains d'entre nous qui pensent que la gestion se dispense de contrôle et de fermeté. C'est beau, hein ? Ensuite, le texte trouve inadmissible que, je cite toujours, des collègues soient payés à ne rien faire. Entre parenthèses, absence prolongée injustifiée. Fermez la parenthèse.
que du personnel contractuel ou vacataire soit payé bien qu'absent de son service. Entre parenthèses, certains cumulent leur emploi au centre avec un emploi à l'extérieur. Fermez la parenthèse. Et il poursuit, que des heures complémentaires soient payées pour des services non faits ou d'autres activités que celles d'enseignement. Alors, bouquet final, à la fin, les rédacteurs disent, ils critiquent ceux qui exigent de la fermeté en ne songeant qu'à l'appliquer qu'à leurs voisins et non à eux-mêmes. Et il conclut par le manque d'intérêt porté à l'entreprise commune qui laisse se développer des désordres préjudiciables à ceux pour lesquels nous existons, c'est-à-dire les étudiants. Voilà. Donc c'est pour vous donner le point de vue du pouvoir central en 1970. Voilà. Et donc, quand on lit ça, on se dit, mais comment le centre universitaire expérimental arrive à tourner? Ce qu'il fait quand même. Mais ça, c'est un mystère que j'essaierai de résoudre à la fin de mon exposé. Alors, je vais passer à la deuxième période de l'histoire des Biatos. Alors, concernant le gouvernement déjà de l'université de Vincennes, après les démissions donc, de 4 doyens successifs, une première stabilisation s'opère en 1971. Et donc, ça me conduit à ma deuxième période que j'ai appelée l'établissement des premières routines bureaucratiques, 1971-1973. Alors, déjà, on observe que les statuts de l'université sont adoptés en le 19 octobre 1970. Et un premier président, qui s'appelait Michel Beau, est élu le 17 février 1971. Ça y est, Vincennes a un premier président. Manque de bol, il ne fait pas long feu parce qu'il démissionne très rapidement. Il n'était peut-être pas assez solide. Et il est remplacé par un certain Claude Frioux, qui était un président donc proche du PC, ou même membre du PC, je pense, qui sera plus résistant parce que lui, il va aller jusqu'au bout de son mandat, jusqu'en juin 1976. Donc, on observe une première sortie donc, de l'effervescence politique initiale qui conduit notamment à la production d'archives plus conséquentes. Parce que nous, en tant qu'historiens, quand on arrive après, c'est vrai que quand les gens s'élisent ou dans des AG, ils n'écrivent pas ça, quoi. Enfin, vous voyez que bon, nous, alors, bon, c'est de l'oral, quoi. C'est la culture de l'oral, quoi. Des tribuns, des grandes gueules, etc. Mais après, quand il y a une bureaucratie qui arrive, qui s'installe, ils commencent à produire des papiers, des rapports, des choses. Et donc, nous, on peut dire quelque chose, quoi. Hein, bon, voilà. Et donc, il y a plus d'archives et il y a une espèce de modus vivendi qui s'installe entre les participationnistes et les anti-participationnistes. Et ce modus vivendi va se produire au travers de l'invention du système des commissions. Voilà. Les Vincennois donc, vont inventer un système original donc, de commissions où donc, les anti et les pros, enfin les participationnistes, se rencontrent pour parler de la gestion de l'institution. Et donc, vous aurez une commission pédagogique, une commission budget locaux, une commission personnel enseignant, administratif et technique, etc. Et donc, si vous voulez, ce qui va se développer à Vincennes, à ce moment-là, c'est une forme de cogestion qui va notamment faire que certains membres du personnel vont se notabiliser. Même s'ils ne sont pas élus, mais le fait qu'ils sachent parler, qu'ils connaissent le droit, qu'ils aient un peu la mémoire, etc., de ce qui s'est passé avant, va faire qu'ils vont devenir des notables. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que des années plus tard, beaucoup de ces notables vont avoir des positions relativement élevées dans la hiérarchie des personnels administratifs et techniques. Au passage, ils se seront formés en quelque sorte de manière sur le tas, en l'occurrence, on pourrait dire. Bon, je ferme ma parenthèse. Et donc, petit à petit, ces personnes donc, qui travaillent dans ces commissions, parce que normalement, le Conseil était censé obéir aux recommandations des commissions, vont acquérir une certaine compétence, mémoire bureaucratique, et vont collaborer à ce moment-là avec les syndicats participationnistes, afin, si vous voulez, de traiter avec équité les dossiers, et notamment, donc, par exemple, avec la CGT. Et de fait, si vous voulez, ces commissions, elles donnaient leur avis sur les recrutements, les changements de poste, les problèmes disciplinaires, etc. Donc c'était quelque chose d'important. Et au passage, je remarque très tôt que dans le fonctionnement de ces commissions, on accorde une place très importante, enfin un rôle très important au recrutement interne et à l'ancienneté vincennoise. Et donc va se former une espèce de petite noblesse vincennoise, en fait, notamment sur l'ancienneté.
Voilà, je passe maintenant à ma troisième période que j'ai appelée une normalisation bureaucratique plus ou moins chaotique, 1973-1980. Alors, 73, 80. 80, c'est l'année du déménagement de Vincennes à Saint-Denis. Alors, elle se caractérise, cette période, par des efforts de remise au pas du personnel par la direction de l'université. Et notamment, un président va s'illustrer, c'est Pierre Merlin. Et donc, celui-ci, notamment, va faire des contrôles de présence, va contrôler les périodes de congé des agents, va essayer d'instaurer un organigramme, à grand-peine, va essayer d'instaurer un règlement intérieur, à grand-peine aussi. Et donc, on observe un processus donc de normalisation et donc progressive et donc, si vous voulez, un développement des dispositifs routinier, si vous voulez, propre à une administration ordinaire. Alors ici, je vous invite à regarder le document humoristique situé à la page 18. Alors, vous voyez, il y a ce petit dessin là. Il nous impose un chef. Hein, je ne sais pas si tout le monde est à la page 18. Pour nous diviser, nous fliquer, prétendant que c'est mieux pour que ça fonctionne mieux. Et l'autre lui répond, c'est la démocratie avancée. Alors, l'expression démocratie avancée, c'était l'expression de Valéry Giscard d'Estaing. Vous voyez, il avait fait un ouvrage qui devait s'appeler pour la démocratie avancée, un truc dans ce goût-là. Hein, voilà. Alors, regardez aussi le petit dessin qui est page 21. Il est marrant aussi. Voilà, j'ai appelé ça « Mais où est la secrétaire ?» Donc, vous voyez, alors on peut le lire, vous voyez. À l'attention du personnel administratif, en cas d'absence momentanée, les secrétaires ne sont pas savoir qu'il faut afficher sur la porte du secrétariat les raisons de leur absence. Ainsi, à l'usage du personnel, nous avons mis au point un certain nombre de gadgets qui résoudront les problèmes de gaspillage de temps et de papier pour faire des affiches de plus pour les... Et comme ça, les pointages de Merlin, c'est le président, n'en seront que simplifiés. Donc voilà, vous voyez, donc vous pouviez mettre un disque bleu, vous pouvez dire, ou découper, voilà. Alors ça, c'est paru dans un journal du personnel qui était assez rigolo, qui s'appelait PP8, et qui était fait par les membres du personnel. Et donc, on trouve des choses comme ça qui sont assez amusantes, quoi. Alors, à côté, à la page 20, vous voyez, vous avez une motion de soutien du département de philosophie au personnel administratif, qui date de 77. Alors, elle est intéressante à lire. Bon, je ne vais pas la lire maintenant, mais elle explicite un peu les principes de fonctionnement du personnel administratif. Voilà, sans hiérarchie, une forme d'autogestion, disons, quoi, en fait. Ces gens-là, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'inventer une forme d'autogestion, on pourrait dire, quoi. Sachant que l'autogestion, quand il y a des gens qui foutent rien, c'est difficile, quoi. Je n'en dis pas plus, mais bon, c'est... Mais voilà, ça vous donne une idée de la philosophie de l'époque. Alors, oui, j'en reviens à mon topo. Donc, je disais la période 73-80. Alors... normalisation bureaucratique, disais-je. Alors, c'est important, en fait, avant de commencer à décrire cette période, de décrire le contexte. Parce que vous savez peut-être qu'à partir de 73, donc, la France rentre donc dans une crise économique et il y a une extension progressive du chômage. Donc, ça se tend du côté de l'emploi. Et donc, c'est la fin des 30 Glorieuses et le ministère stoppe tout recrutement. Alors ça, c'est quelque chose qui est visible aussi bien chez les enseignants que les personnels Atos. Il n'y a plus de recrutement. Et pendant le même temps, Vincennes continue de croître parce que en 80, il y a 32 000 étudiants, alors qu'au début, il y en avait 7 000. Mais le problème, c'est que le ministère ne recrute pas les enseignants, les personnels administratifs et techniques pour ça. Alors ça, sur ce plan-là, vous pouvez regarder page 18, vous voyez le tableau des effectifs du personnel administratif et technique, ouvriers de santé. Et on a reproduit donc les effectifs d'administratifs, de techniques, d'ouvriers, etc., puis le nombre d'étudiants. Et on a calculé le ratio, nombre d'étudiants pour un Atos. Bon, alors le tableau va jusqu'à 75-76, mais voilà, on aurait pu le prolonger, mais enfin, c'est difficile de trouver des chiffres. Bon, voilà, je n'en dis pas plus. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, dans cette période-là, donc Vincennes va s'enfoncer dans une espèce de pénurie croissante, donc, qui fait que voilà, ça marche moins bien. Alors, de même aussi, il faut compter avec un certain épuisement du gauchisme, parce que le souffle utopique des premières années retombe,
Et il y a une montée de ce qu'on pourrait appeler une forme de réalisme qui est liée notamment au vieillissement social de la génération qui, comme on dit, a fait 68. Et par exemple, la mise en couple ou l'arrivée des premiers enfants contribue souvent à changer les choses pour nombre de membres du personnel qui, au fur et à mesure qu'ils voient la révolution s'éloigner, pensent de plus en plus à se recaser, voire même à faire carrière. Notamment quand les tentatives de reclassement pour devenir enseignant, par exemple en entamant un doctorat, n'ont pas abouti. Alors ici, une chose très importante à signaler, c'est que dans la période vincennoise, beaucoup de personnels administratifs, techniques, etc., vont profiter des facilités horaires qu'ils avaient pour se lancer dans des études sur place. Et donc, ils feront une licence et une maîtrise. Et donc ça, il y a un phénomène très intéressant ici, voilà, qui fait que, d'une certaine manière, ils étaient à la fois donc personnels, mais ils étaient aussi étudiants, et ils auraient pu éventuellement devenir enseignants-chercheurs s'ils avaient eu un doctorat, ce que certains ont pu devenir. Donc vous voyez, c'est une des particularités de l'expérience vincennoise, ça, c'est d'avoir permis ce genre de mobilité en interne, quoi. Donc oui, voilà, en fin de période, bon, un certain découragement s'installe, mais certains épisodes réactivent les dispositions libertaires de ce personnel. Par exemple, dans le cadre notamment d'une offensive, c'est le vocabulaire de l'époque, de la présidence contre l'absentéisme du personnel, qui provoquera la grève de la faim d'un secrétaire département de sociologie comme d'un travailleur du nettoyage, licencié en décembre 1978 pour cause d'absentéisme prolongé. Une pétition circule en 1979 qui rejette le principe même d'un règlement intérieur. Vous voyez, puisque voilà, la présidence voulait un règlement intérieur. Et donc 56% des membres du personnel donc, rejettent l'idée que Vincennes doit être réglé par un règlement intérieur. Alors oui, j'ai parlé de la question des travailleurs du nettoyage. Il faut savoir qu'à Vincennes, cette question des travailleurs du nettoyage jouera un rôle très important. Et c'est pour ça que page 19, là, j'ai reproduit un tract, en fait, relatif à l'une des grèves donc, des travailleurs du nettoyage, celle de 72. Il y a tout un style, il y a voilà, tout un argumentaire assez spécifique de l'époque, quoi. Hein, voilà. Et au passage, concernant les travailleurs du nettoyage, ça avait été sous-traité, en fait, à une entreprise extérieure, Arcade. Et donc, voilà, des Vincennois se battront pour que ça devienne un service de l'université. Donc, il va y avoir toute une lutte homérique là autour, avec des grèves de la faim, avec des grèves tout court, et qui feront que parfois l'université sera remplie d'ordures, les rats se multiplieront. Enfin, ça sera hallucinant. Hein, on n'imagine pas certains des épisodes auxquels ça a pu donner lieu. Et oui, Pierre Merlin, qui a vraiment joué un rôle important dans cette université, doit expliquer dans un de ses ouvrages qui consacrera, je pense, un tiers de sa présidence à la question du nettoyage, en fait. C'est vous dire l'investissement. Alors, je vais conclure, en fait, sur le mystère de Vincennes, en fait. Parce que, malgré donc son éloignement des normes bureaucratiques ordinaires, Vincennes tourne. Et donc, manifestement, d'autres systèmes de régulation plus ou moins informels fonctionnent. Alors, il me semble que pour comprendre ça, je pense qu'il faut que ça s'explique, je crois, par le caractère initialement communautaire, en fait, de cette expérience. En fait, Vincennes, par certains côtés, c'était une espèce de communauté. Voilà. Bon, communauté, société, on pourrait penser à une position développée par les sociologues. Mais en tout cas, si vous voulez, c'était un rassemblement de personnes qui étaient volontaires, qui étaient proches par l'âge et qui partageaient, sans nécessairement en avoir conscience au début, malgré leurs oppositions politiques parfois très fortes, un certain nombre de dispositions communes qui font que dans le feu de l'action, ils apprendront vite à se connaître et à se respecter. Voilà, donc le côté communautaire, en fait. Ces gens-là, voilà, il y avait un lien particulier entre eux, quoi, en fait, qui n'existe pas, disons, dans une structure bureaucratique ordinaire, quoi. Bon. De même, beaucoup d'entre eux, si vous voulez, avaient un certain idéalisme et donc s'investiront beaucoup dans cette institution.
donc feront preuve de dévouement. De même, beaucoup de personnes avaient un certain charisme, en fait. Hein. Et avec tout ça, si vous voulez, ils arriveront, je crois, à suppléer, en fait, au dysfonctionnement donc, décrit plus haut. Hein. C'est-à-dire qu'ils arriveront à inventer d'autres formes de fonctionnement plus horizontaux, hein, et souvent amicalement, politiquement fondés. Et donc ça permettait, si vous voulez, de contourner les pesanteurs bureaucratiques ordinaires. De même, je pense que ça a développé une forme d'inventivité bureaucratique. Hein. Et surtout, je crois aussi que ça a développé une forme d'attachement de beaucoup d'acteurs, en fait, qu'ils soient dirigeants ou dirigés, vis-à-vis de cette institution tout à fait particulière qui avait une espèce de densité humaine et politique extrêmement forte. Vous voyez, l'image de densité. Vincennes, c'était un lieu très, très dense, quoi. Affectivement, politiquement, relationnellement, quoi. Hein. Et par rapport à une institution bureaucratique ordinaire, c'est pas comparable, quoi. Hein. Et donc, ça permettait des choses, et je pense un type de fonctionnement spécifique. Et ça explique, si vous voulez, ce fonctionnement, il est aussi très solidaire, si vous voulez, de l'esprit d'une époque, hein, et d'une génération. C'est la génération post-68. Ils avaient quand même un rêve utopique tout à fait étonnant, quoi. Hein. Certains d'entre eux y ont cru. D'autres en ont profité, bien évidemment, comme partout. Hein. Mais c'est un espèce de carburant, on pourrait dire, un peu spécifique, quoi. Comment faire marcher une institution anti-institutionnelle, quoi, malgré tout, quoi. Hein, c'est très particulier. Donc, en fait, Vincennes, c'est une institution où, en fait, vont se développer des formes d'auto-organisation originales et qui vont notamment s'articuler autour de la notion de travail fait. Alors ça, c'est important, cette idée de travail fait. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que ce qui est important, c'est pas tant que, si vous voulez, les employés soient formellement présents, hein, à telle heure, etc., ou de telle heure à telle heure, mais que le service soit finalement rendu. Mais donc, vous voyez, la réalisation de cette utopie à caractère autogestionnaire, on pourrait dire, avait donc ces conditions sociales, historiques et politiques de possibilité. Et donc, c'était vraiment particulier. C'est-à-dire, c'est lié à la particularité, si vous voulez, aux spécificités de ce personnel, à son recrutement, à la composition des différents collectifs de travail, etc., etc. Et donc, si vous voulez, ces gens-là essaieront d'inventer un mode de gestion qu'on pourrait qualifier à la fois de communautaire, d'horizontal et de très politique. Et ça, c'est très différent, si vous voulez, du management rationnel d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est pour ça que cette expérience est intéressante, hein, parce qu'effectivement, ces gens-là ont essayé d'inventer autre chose, avec tous les ratés et tous les problèmes, évidemment, que ça posait. Hein, mais voilà, c'est pour ça que faire cette histoire m'amuse beaucoup, parce que, effectivement, c'est souvent rocambolesque et en même temps aussi tout à fait... ça fait rêver, quoi, d'un côté. Hein. Alors, bon, je vais peut-être reprendre maintenant et je vais donc quitter la Vincennes héroïque des origines pour vous parler de celle d'aujourd'hui. Et plus précisément, donc, je vais vous parler de ces étudiants, donc, qui sont très différents de ceux des années 70. En effet, en raison de son transfert à Saint-Denis, puis de la seconde massification de l'enseignement supérieur, qui s'est donc opérée à partir de la fin des années 80, le public de Paris 8 s'est beaucoup transformé. Et ça a eu des effets, ça a eu beaucoup d'effets, notamment sur ses attentes pédagogiques, mais aussi sur ses opinions, par exemple en matière de religion. Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que Paris 8 ne compte plus guère d'étudiants non bacheliers, qui étaient pourtant si nombreux à Vincennes et qui faisaient en quelque sorte l'honneur de cette université. Et de fait, donc, il faut rappeler qu'aujourd'hui, à peu près les 3/4 donc, d'une génération arrivent au baccalauréat. Sachant que, aussi, ce baccalauréat s'est beaucoup diversifié. Parce que dans les années 60-70, vous avez simplement le baccalauréat général, mais depuis, donc, sont apparus d'autres baccalauréats, le baccalauréat technologique, puis le baccalauréat professionnel. Et au passage, d'ailleurs, on remarque que souvent, ces étudiants, donc, ces bacheliers technologiques professionnels, rencontrent beaucoup de difficultés à l'université et sont souvent donc les premières victimes de la sélection universitaire. Et de fait, la formation qu'ils ont reçue dans le secondaire ne les a pas nécessairement préparés à suivre des études dans le supérieur, enfin disons à l'université. Parce que, notamment concernant les bacs pro,
eh bien, l'objectif était donc de les professionnaliser au plus vite, n'est-ce pas? Alors, donc, d'une part, les non-bacheliers donc, ont disparu, même s'il en reste encore quelques-uns. D'autre part, le public de Paris 8 s'est considérablement rajeuni. En effet, dans la fin des années 70, donc, beaucoup de salariés, beaucoup de gens en reprise d'études. La moyenne d'âge devait être 28, 29, 30 ans. D'accord ? Et donc, ce public est rajeuni. Les salariés à temps plein, par exemple, sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui. En effet, on sait que le salariat des étudiants est très étroitement corrélé avec leur âge. C'est-à-dire plus ils sont âgés et plus ils travaillent. Alors, d'ailleurs, au passage, oui, c'est quand même intéressant de remarquer qu'il reste encore quelques étudiants salariés, proprement dit, on pourrait dire, plutôt que des salariés étudiants. Vous voyez la différence entre les deux, hein, un salarié étudiant, un étudiant salarié. Donc, il reste encore quelques salariés étudiants. Et c'est un public qui est souvent très intéressant parce que très motivé, hein. Je le dis en passant parce que souvent, ces gens qui reviennent avec un peu de bouteille, qui voilà, connaissent, entre guillemets, la vraie vie, voient la chance que sont sensibles à la chance que ça représente de pouvoir reprendre des études et de retourner à l'université. Donc voilà, c'est un public souvent très intéressant. Donc public plus jeune et aussi public d'une autre nature parce que donc Paris 8 est situé en Seine-Saint-Denis et c'est ce qui fait que surtout en premier cycle donc on accueille beaucoup donc d'élèves qui viennent du 93. Lesquels donc sont souvent donc d'origine populaire et immigrés. Alors, donc voilà, je voulais différentes transformations concernant la morphologie du groupe étudiant. Alors, cela dit, il y a une caractéristique initiale qui perdure, c'est la forte présence des étudiants étrangers. Et ça, au passage, d'ailleurs, ça permet de comprendre le caractère politiquement très sensible donc de la question de l'inscription des étudiants étrangers dans cette université. D'autant plus que dans beaucoup de disciplines, ils forment la majorité des effectifs en troisième cycle. Voilà, donc ça vous expliquera pourquoi là-dessus, Vincennes est particulièrement, quel lapsus, Paris 8 est donc sensible. Donc si je résume, Paris 8 accueille à la fois une forte proportion d'étudiants étrangers, même si elle a peut-être tendance un peu à diminuer, et aussi donc d'étudiants d'origine populaire et immigrés. Et c'est ce qui fait que par exemple, son public est beaucoup plus coloré que celui de certaines universités de Paris-Centre. Et bien évidemment, ici, je ne parle pas des grandes écoles, du type Sciences Po, l'ENA ou l'École normale supérieure, dont le recrutement social est donc très bourgeois. Alors, ici, je suis en train d'opposer donc Paris 8 aux universités de Paris-Centre ou aux grandes écoles. Mais il ne faut pas négliger la diversité interne très forte donc à Paris 8, notamment en fonction des disciplines. En fait, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais notre université forme un univers hautement différencié. Si vous voulez, c'était comme une espèce de microcosme, de petit univers en réduction, dans lequel se reflète en quelque sorte le macrocosme, c'est-à-dire le monde social en général. Et donc, par exemple, les enfants du 93, les Parisiens, les boursiers, mais aussi les étrangers, ne s'orientent pas donc vers les mêmes disciplines, ce qui fait que ces disciplines ont souvent des profils bien spécifiques. Alors ici, je vous invite à regarder le tableau qui est situé à la page 23, qui s'intitule donc l'origine sociale des étudiants de DUG de Paris présent en cours en 2002-2003. Bon, c'est des données anciennes, mais bon, je crois que ça n'a pas tellement changé, mais bon. Je parlerai de ces questions d'actualisation après. Alors, qu'est-ce que permet de faire ce tableau? En fait, il permet de comparer l'origine sociale d'une dizaine de disciplines donc enseignées à Paris 8, mais aussi le lieu de résidence de ces élèves, de ces étudiants, le pourcentage de boursiers. Alors ici, dans ce tableau, selon un principe que j'ai répété dans les tableaux suivants, j'ai classé les disciplines en fonction de leur taux d'enfants de cadre supérieur profession libérale. D'accord ? Vous voyez, donc si vous regardez la colonne cadre supérieur profession libérale, vous voyez qu'elle, ça va du plus grand au plus petit, quoi. Hein ? D'accord ? Donc on voit que, oui, en cinéma, vous avez 39,4% d'enfants qui ont un père cadre supérieur profession libérale. Et puis en histoire, ils sont que 12,7%. Il y a peu d'enfants de cadre donc, qui vont en histoire ou en droit ou en économie. Bon.
Ensuite, donc, vous avez les taux de pairs ouvriers. Vous voyez qu'effectivement, en cinéma, il n'y a pas beaucoup d'enfants, d'étudiants qui ont un père ouvrier. Par contre, il y en a beaucoup qui ont il y a beaucoup d'étudiants qui vivent à Paris. Donc, vous voyez, 39,4%. Donc ça veut dire qu'ils étudiants de cinéma, beaucoup, ils arrivent par le métro, ils viennent de Paris-Centre, en fait. Voilà. Alors que, vie dans le 93, effectivement, en économie, en droit, vous avez beaucoup d'étudiants qui viennent du 93. Enfin, la colonne boursier, elle est relativement corrélée, bien évidemment, avec la catégorie avec les disciplines, classées en fonction de la catégorie socio-professionnelle du père. Et donc, vous avez bien évidemment plus de boursiers en éco, en droit ou en histoire que vous n'en avez en cinéma, en art plastique, enfin dans les disciplines d'art. D'accord ? Donc, voilà. Donc, globalement, si vous voulez, on voit qu'à Paris 8, donc, les disciplines d'art, comme la communication, ont un recrutement social plus élevé, qu'elles attirent plus de Parisiens. Et inversement, donc, à l'autre pôle, il faut raisonner en termes de polarité, le droit, l'économie, l'histoire, donc, ont un recrutement plus populaire et comptent donc plus d'enfants d'ouvriers, de boursiers, de résidents dans le 93. Alors oui, en fait, donc oui, l'intérêt de ce type de tableau, c'est que, si vous voulez, il permet d'avoir une vision, on pourrait dire, structurale du public de Paris 8. C'est-à-dire les étudiants de Paris 8, ce n'est pas une masse homogène ou indifférenciée, comme le serait un pudding ou un gâteau de semoule. Mais voilà, ces étudiants, ils se distribuent de manière extrêmement fine entre les différentes disciplines, et notamment en fonction donc de leurs caractéristiques sociales, scolaires, etc., lesquelles sont d'ailleurs fortement corrélées ensemble. Alors, cette diversité sociale des différentes disciplines donc, se reflète au niveau, donc, ce qu'en sociologie on appelle le capital scolaire des étudiants, c'est-à-dire par exemple déjà le type de bac possédé. Alors ça, c'est le tableau suivant qui s'intitule donc « Le recrutement scolaire et sexuel des étudiants de DUG de Paris 8 ». Et donc ici, rebelote, donc c'est les mêmes disciplines, et j'ai classé en fonction du taux de baccalauréat général. D'accord ? Ce que vous voyez, donc, on observe à ce moment-là qu'il y a beaucoup de baccalauréat général en histoire, discipline qui est enseignée dans le secondaire, en cinéma, communication, art plastique, discipline d'art, communication. Par contre, il y en a beaucoup moins donc, en droit, en économie, en géographie. D'accord ? Lesquelles disciplines sont plus populaires ? Donc, souvent, les étudiants d'art, de communication, détiennent plus souvent un baccalauréat général, de surcroît souvent obtenu à l'heure. L'idée d'avoir le bac à 18 ans, 19 ans, 20 ans, nous parle de la scolarité scolaire antérieure donc des bacheliers. Tandis que donc les juristes, les psychologues, les géographes donc, ont plus souvent un baccalauréat technologique ou professionnel. Alors ça, si vous voulez, ça rejoint des tendances observables au plan national. C'est-à-dire qu'au niveau de la France entière, on observe que les baccalauréats généraux ont généralement un recrutement social plus élevé. Et bien évidemment, le bac S a le recrutement social le plus élevé parce que c'est censé être le bac noble, ouvrant toutes les portes et patati et patata. Les baccalauréats technologiques occupent une position intermédiaire et les bacs pro comptent beaucoup plus donc d'enfants, notamment d'ouvriers. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit. Voilà. Donc origine sociale et capital scolaire s'articulent assez fortement. Alors, j'ai parlé de ces deux variables. Maintenant, passons au tableau suivant, qui est situé à la page suivante. Donc, et lui, donc, qui porte sur bien, la question des étudiants étrangers. Donc je vous rappelle, je disais que c'était une des particularités de notre université. Paris 8 est l'université française comptant le plus d'étudiants étrangers, et ce, depuis ces années héroïques. D'accord ? Alors, qu'est-ce que montre ce tableau ? Eh bien, effectivement, que ces étudiants étrangers ne se répartissent pas au hasard, que pour le coup, il y en a très peu en cinéma, en art plastique, histoire, psychologie. Par contre, donc, ils sont très nombreux, par exemple, en économie, et assez nombreux aussi donc, en géographie. Alors, vous avez remarqué que j'ai mis d'autres colonnes à côté. Vous avez la nationalité de l'étudiant, donc étudiant étranger, première colonne, mais ensuite le taux de parents vivant à l'étranger, le taux de pères étrangers. Et si vous regardez la dernière ligne, vous voyez donc il y avait dans notre échantillon 16,9% d'étudiants étrangers.
parents vivant à l'étranger 13,7 et père étranger 36,2. Alors c'est très intéressant ça, puisque c'est une manière de repérer les enfants d'immigrés dont les parents peuvent être étrangers. Hein, voilà, c'est une espèce d'indicateur indirect, quoique très approximatif. Et l'intérêt de ce tableau, c'est que s'il y a 16,9% d'étudiants étrangers, 36,2% des étudiants ont un père étranger. Et donc là, ça nous dit quelque chose, vous voyez, qui est intéressant. Ça fait signe vers les enfants d'immigrés en partie, ça. Bon, voilà. Sachant que c'est coton de fabriquer cette variable, en fait. Hein, elle est politiquement sensible. Alors, donc, vous voyez que les différentes disciplines de Paris 8 ont un recrutement à la fois social et scolaire différent. Et ça a un effet sur leurs attentes pédagogiques. C'est le tableau suivant, donc, c'est le tableau numéro 5, qui s'intitule donc « Attentes vis-à-vis du cours magistral des étudiants de DUC de Paris 8 en fonction du type de bac et du sexe ». En effet, en tant qu'enseignant, par exemple, bon, je parle de mon expérience, quand je fais cours, je vois des étudiants qui essayent de prendre des notes. Et ils arrivent plus ou moins à prendre des notes. D'accord ? Et j'observe que certains, parfois, demandent de répéter, d'aller plus lentement ou de dicter, par exemple. Monsieur, est-ce que vous pouvez dicter ? Voilà. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, leur capacité de prise de notes était relativement inégale. Et en tant qu'enseignant, j'avais ce problème-là, je me disais comment je leur parle, c'est-à-dire est-ce que je vais à toute vitesse parce que effectivement, moi je connais mon sujet, etc. Ou est-ce que je répète? Est-ce que je dicte? Il dit que les carottes sont cuites. Point. Voilà. Comme ça, ils ont exactement la phrase que j'ai dit. Voyez. Et donc, on a posé des questions de ce genre aux étudiants, leur demandant, donc, est-ce que vous aimeriez que les enseignants aient un rythme plus lent, le même ou plus rapide? Est-ce que vous aimeriez que vos enseignants répètent plus? Pareil, moins. Est-ce que vous aimeriez qu'ils dictent plus? Pareil ou moins? Si on regarde ensuite le résultat, on a croisé les résultats avec le type de bac. Demander un rythme plus lent. Baccalauréat général, 29,9%. Baccalauréat technologique, 42,4%. Baccalauréat professionnel, 52,8%. Titre étranger, 49,1%. Donc on voit très bien ici que les attentes pédagogiques sont différentes en fonction du type de bac possédé. C'est-à-dire qu'il est clair que certains souhaitent que le rythme du cours soit plus lent, que l'enseignant répète plus, qu'il dicte plus, alors que d'autres n'ont pas du tout envie que l'enseignant dicte, ils trouvent ça assommant et que voilà, ils comprennent tout de suite, quoi. Donc voilà, on a des publics qui sont très différenciés, donc ça pose la question de l'ajustement, c'est-à-dire à quelle partie de mon public je parle, je vais à quelle vitesse, hein, sachant que si je vais vite, je ne devrais être entendu et compris et noté que par ceux qui ont généralement un bac général, qui sont français et qui sont souvent cadres supérieurs, enfin, etc., etc. D'accord ? Et que plus je vais vers les bacs pro, etc., et puis plus les gens ont des difficultés. Donc ça pose la question de l'ajustement, en fait, ne serait-ce qu'à travers le rythme, en fait. Bon, voilà. Alors pourquoi j'ai rapporté ces résultats? Parce que, si vous voulez, cette université, en fait, Paris 8, c'est une université qui a notamment hérité de toute une tradition pédagogique plutôt d'inspiration libérale, notamment héritée du mouvement de mai. Et donc, la question que je pose ici, c'est est-ce que cette pédagogie plus libérale est vraiment adaptée à tous nos publics, quoi, hein, puisqu'on voit bien que l'idée de rythme plus lent, répéter plus, dicter plus, correspond manifestement mieux aux attentes des étudiants qui sont les plus en fragilité dans notre établissement, quoi, hein. Bon, voilà, c'est juste ce problème-là que je voulais soulever. Bon, alors, je vais maintenant conclure cette question de la diversité interne de notre public en parlant de ses orientations religieuses. Alors, j'ai bien conscience que c'est une question un peu taboue et qu'on refoule donc habituellement dans la sphère privée. Mais comme l'actualité récente l'a mis au premier plan et que notre université est localisée dans le 93, je me suis dit que peut-être que la sociologie pouvait nous aider et nous éclairer un peu. Alors,
Pour ce faire, j'ai mobilisé les résultats d'une autre enquête qui a été réalisée cette fois en 2004, donc, toujours auprès des étudiants de DUG, présents en cours et provenant d'une série de disciplines toujours bien contrastées socialement. Alors ici, je vous invite à regarder le tableau numéro 6, qui s'intitule « Les croyances religieuses des étudiants de Paris 8 présents en cours selon les disciplines ». Bon, c'est des résultats qui datent d'il y a 10 ans, mais rassurez-vous, ça n'a pas beaucoup changé depuis, en fait. C'est relativement... Il y a une forte stabilité de ces choses-là. Alors, dans ce tableau, j'ai classé les disciplines en fonction de la première colonne, c'est-à-dire en fonction du taux d'étudiants sans religion, NR, c'est-à-dire n'ayant pas répondu à la question, et ou athées. D'accord ? Donc, je répète, dans ce tableau, j'ai classé les disciplines en fonction du taux d'étudiants sans religion. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que c'est un cinéma qui a le plus de non-croyants. Chose surprenante, n'est-ce pas, qui en fait sourire certains d'entre vous. C'est intéressant que vous disiez pourquoi. Donc, c'est un cinéma qui a le plus de non-croyants et en économie, chose étonnante, qui en a le moins. Et très largement plus, puisque c'est un rapport de 1 à plus de 3 fois 2, 6, oui. Sachant donc que sur l'ensemble des étudiants, alors ça c'est, à ce moment-là, je parle de l'avant-dernière ligne, qui s'appelle Ensemble. Sur l'ensemble des étudiants, donc, on compte 40,9% de non-croyants. Bon, à peu près la moitié des étudiants à cette époque-là, des gens qui ont déclaré, de premier cycle, de DUG, ont dit qu'ils n'étaient pas croyants. D'accord ? Tout le monde voit ce résultat de 49,9 là, dans la ligne Ensemble. Alors, cette ligne Ensemble est intéressante à poursuivre parce que si vous la lisez, ça vous donne ensuite les pourcentages de croyants de chaque religion à Paris 8, en DUG, cette année-là, dans les disciplines choisies. Bon, ce n'est pas la vérité vraie, mais ça vous dit quelque chose, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien que dans cette université, la première religion est donc, oh surprise, l'islam. Puis le catholicisme. Ensuite, le groupe des étudiants s'étant proclamé chrétien. Bon, alors, les étudiants ont écrit chrétien. Alors, généralement, les gens qui se proclament chrétiens, c'est plutôt des protestants. Mais c'est problématique, quoi. Vous voyez, c'est du déclaratif. Ils disent chrétien. Bon, voilà, c'est chrétien. Ensuite, vous avez donc les protestants déclarés, ceux qui disent « je suis protestant ». D'accord ? Et puis, pour finir, j'ai fait un groupe dans lequel j'ai mis toutes les autres religions croyances. Alors, il y a ceux qui croient en une force, dans la nature, en l'homme, tout ça. Puis, j'ai mis aussi les juifs, les bouddhistes, les orthodoxes. Alors, pourquoi je ne les ai pas isolés ? Parce qu'ils sont tellement peu nombreux, si vous voulez, que je ne pouvais pas le faire, quoi, en fait. Vous voyez, donc, c'était un peu vexant pour eux, mais puis, je n'avais pas de place pour faire de nouvelles colonnes. Alors, il a fallu un format paysage, je sais, mais bon, voilà, j'ai fait comme ça. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'à Paris 8, finalement... s'il vous plaît. Oh, excusez-moi, je fais comme si j'étais avec des étudiants, c'est terrible. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'à Paris 8, la majorité des étudiants donc, ne sont pas croyants, mais que dans certaines disciplines, donc, on est plus particulièrement non-croyant. D'accord ? Ensuite, on observe que l'islam, donc, est une religion importante, alors que le catholicisme, finalement, n'est pas très important, ce qui est quand même un paradoxe, parce qu'en France, donc, le catholicisme est la religion historiquement majoritaire. France, terre aînée d'église. Non, c'est quoi l'expression ? Fille aînée d'église. Oui, c'est ça, fille, pas terre. Oui, voilà. Donc oui, on est vraiment... Donc, en fait, comment expliquer cette différence ? En fait, tout ça, ça s'explique par le recrutement de cette université. Parce que, d'une part, donc, Paris 8 accueille beaucoup d'étudiants étrangers. Et d'où viennent ces étudiants étrangers ? Eh bien, ils viennent majoritairement du Maghreb et d'Afrique noire, c'est-à-dire de pays où la religion est une évidence. Et d'ailleurs, où il ne fait pas bon de se dire non-croyant ou athée. C'est quasiment impossible. Donc, non seulement Paris 8 accueille beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent de pays plutôt très croyants, mais il accueille aussi beaucoup d'enfants d'immigrés, dont les parents viennent le plus souvent aussi du Maghreb ou d'Afrique noire. Et ces enfants d'immigrés sont souvent beaucoup plus croyants que leurs camarades. Pourquoi ? Tout simplement parce que leurs parents le sont. Et de fait, si vous voulez, la religion, c'est comme le reste, comme la culture, ou l'absence de religion, c'est d'abord quelque chose qui s'hérite. Alors donc, tout ça, ça permet de comprendre pourquoi le taux d'étudiants non-croyants
ou de croyants de telle ou telle religion évolue si fortement en fonction des disciplines. C'est-à-dire que s'il y a si peu d'étudiants en cinéma, c'est parce qu'on y trouve beaucoup plus d'étudiants, entre guillemets, français d'origine. Alors je mets bien d'origine, entre guillemets, hein, puisque bien évidemment, quand on remonte dans le temps, on trouve toujours une grande diversité d'origine. Donc, s'il y a si peu s'il y a tant d'étudiants non-croyants en cinéma, c'est parce que leurs parents, souvent, sont peu croyants. C'est parce qu'on trouve beaucoup d'enfants de cadres, de Parisiens, de titulaires d'un baccalauréat général, soit pour le coup d'une population généralement peu croyante. Alors qu'inversement, l'économie, avec sa forte proportion d'étrangers comme d'enfants d'immigrés, on compte beaucoup. Voilà, donc vous voyez, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que d'une part, on hérite de la religion ou de l'absence de religion de nos parents ou du rapport à la religion de nos parents, mais ensuite, donc, on réinterprète, on transforme cet héritage et on l'adapte, bien évidemment, en fonction des conditions qui sont les nôtres. Alors, d'où l'intérêt du dernier tableau, et puis après vous allez pouvoir respirer, qui s'intitule « La transmission de l'héritage religieux ». Alors, toujours page 25. En effet, ce tableau, il permet de comparer la religion des étudiants à celle de leur père. Et par exemple, la première ligne, celle des 100 religions non-réponse et athées, elle nous apprend que 79,6% des pères sans religion, dont on ne connaît pas la religion ou athée, ont un enfant sans religion. Est-ce que c'est clair? 2% ont un enfant musulman. Vous voyez comment se lit le tableau? 4,6% ont un enfant catholique. 6,5% autres chrétiens. En fait, ce que montre la diagonale du tableau, là j'attire votre attention sur la diagonale. J'ai mis en gras les chiffres correspondant à la diagonale du tableau, hein, en travers comme ça. Hein. En fait, généralement, ces chiffres dans la diagonale sont les plus élevés, généralement, mais pas toujours. Ça veut dire que, effectivement, en fait, ces chiffres que, eh bien, les enfants, enfin les étudiants, généralement, d'abord la croyance ou enfin le rapport à la religion de leurs parents, d'accord ? Cela dit, et c'est ça qui est intéressant, on voit ensuite des nuances qui apparaissent en fonction des religions. Hein ? C'est-à-dire que, par exemple, l'incroyance ou la religion musulmane se transmettent particulièrement bien, hein, puisque vous avez 79 d'un côté, 82,9 pour les musulmans. Par contre, le catholicisme, 39,3%. Oui. Donc on voit ici un phénomène intéressant, enfin d'un point de vue sociologique, hein, j'entends, c'est qu'il y a un problème de transmission, c'est-à-dire d'héritage. Hein. Les héritiers n'héritent pas toujours, hein, ils peuvent rejeter l'héritage, ils le transforment, etc., etc. Et donc là, on voit des écarts qui sont assez importants donc, en fonction des religions, hein, de génération en génération. Quoi. La majorité des étudiants, en fait, dont le père est catholique, se déclarent sans religion. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est un phénomène de sortie de la religion, hein, des catholiques. Alors ça, c'est pas un scoop, hein, puisque, si vous voulez, c'est quelque chose de relativement ancien. Et, si vous voulez, on peut dire que le catholicisme en France connaît une grave crise de reproduction, hein, qui se double d'ailleurs d'une crise des vocations. Hein. C'est difficile de trouver des prêtres, par exemple. On va en chercher en Afrique ou ailleurs, etc. Voilà, le catholicisme a des problèmes de ce côté-là. Et ça remonte au moins dans les années 60, si ce n'est à la Révolution française, hein, puisqu'effectivement, notre pays a connu une histoire tumultueuse, hein, concernant les rapports entre religion et politique. Hein, et donc, ça, nous en sommes des héritiers très lointains, même si nous ne nous en rendons pas compte, nous l'avons oublié. Donc, ce qu'on observe dans ces tableaux, c'est que ces différentes religions n'ont pas la même dynamique, et que si au fil des générations, certaines déclinent, c'est le cas du catholicisme, d'autres se développent, mais aussi se transforment. Par exemple, on sait que le protestantisme évangélique se développe très rapidement au milieu populaire, actuellement. De même, on sait que chaque génération donc, réinterprète donc, l'héritage religieux qui est le sien et l'adapte donc, à ce qu'il vit. Alors, je vais conclure en essayant de répondre à la question d'Emmanuel, et en parlant plutôt de mon point de vue d'enseignant. Parce que, en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que membre du personnel, on est donc nécessairement confronté, que nous le voulions ou non, à la diversité
scolaire, sociale, culturelle et religieuse de nos étudiants. Alors déjà, ça pose des questions d'adaptation pédagogique. C'est pour ça donc j'ai reproduit ce petit tableau là sur voilà, ce qu'attendaient les étudiants, ce qu'il faut répéter, aller plus lentement, dicter, etc. Mais ça pose aussi, si vous voulez, des problèmes plus généraux, donc des problèmes de type, disons, culturel, intellectuel. Parce que Paris 8, en fait, c'est essentiellement une université de lettres et sciences humaines. Et donc, c'est un lieu de réflexion sur les différences culturelles. Et parmi les différences culturelles, la religion en est bien une, et une importante. Et donc, dans cette université, où on pratique les sciences de la culture, comme diraient les Allemands, là, Kulturwissenschaft, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un de nos principaux objets. Je pense que ce serait intéressant qu'on multiplie les enquêtes, les travaux sur ce genre de sujet. Pourquoi? Parce que ce problème se pose à nous à travers nos étudiants. En effet, j'enseigne la sociologie de la religion depuis 3-4 ans et j'observe qu'il y a une très forte attente vis-à-vis de ces questions. Et que beaucoup d'étudiants sont, comme ils disent, en recherche et se questionnent à ce sujet. Et je crois que c'est le rôle de l'université de leur fournir des outils, des concepts, des méthodes qui leur permettent de réfléchir à ce genre de questions et donc de réélaborer, de réinterpréter leur héritage culturel religieux. Et de fait, je pense que certaines religions vivent une véritable crise de transmission entre les générations. Alors, c'est évident pour le catholicisme, mais je pense que c'est sans doute le cas de l'islam. Et si on y réfléchit bien, il paraît évident que dans le cas de cette religion, la religion des parents ne peut plus être celle de leurs enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, leur monde diffère et que notamment leurs enfants ont fait beaucoup plus d'études, s'intellectualisent. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je pense qu'en tant qu'universitaire, une de nos missions, c'est peut-être de faciliter ce passage et donc de leur fournir notamment des outils intellectuels, mais aussi réflexifs nécessaires. Alors bien évidemment, là, je pense à l'actualité, hein, tout le monde l'aura compris, et c'est pour ça que j'ai donné ces chiffres. C'est la réponse à Emmanuel. Donc, bien évidemment, si vous voulez, on ne peut pas grand-chose contre le fanatisme et l'intolérance, ça c'est sûr. Mais je crois que l'école, l'université, peut-être aider les bonnes volontés et permettre à ceux qui le souhaitent, enfin aux étudiants qui le souhaitent, d'y voir peut-être un peu plus clair en eux-mêmes et donc peut-être de faire quelque chose d'utile et d'épanouissant pour eux de leur héritage culturel et religieux. Et je trouve que ce serait bien si finalement on arrivait à ça. Vous voyez, donc l'idée, enfin pour dire les choses de manière, et là je vais quitter mon texte, je me dis, ce serait peut-être pas mal quand même qu'on s'occupe des questions de religion à l'université, mais disons d'un point de vue scientifique, d'un point de vue objectif, d'un point de vue rationnel, et peut-être que, si vous voulez, ça aurait une utilité sociale, culturelle, politique, humaine, notable. Voilà, je termine là-dessus.